Bon, on va continuer cet après-midi sur le stockage en parlant des stockages distribués. Donc là, on a vu tout ce qui était matériel, ce qui était système de fichiers. Et maintenant, on va passer à la taille d'au-dessus. C'est quand un système de fichiers suffit plus. Comment est-ce qu'on fait pour quelle solution choisir? Alors, quelle solution? Là, j'ai surtout présenté les solutions. J'ai essayé de pas essayer de faire trop catalogue, mais c'était pas trop évident. Donc, je m'excuse déjà par avance pour ceux qui trouvent que ça fait trop catalogue. L'objectif, c'est de scinder en deux. Donc, il y a 1 heure de présentation et après, il y a 1 heure de table ronde qui sera plus vivante et où j'espère vous voir participer de manière intensive, justement, pour qu'on puisse échanger sur le choix des systèmes, alors que ce soit système de fichiers ou système de fichiers distribués. Normalement, je devrais faire les deux premiers points, l'introduction et présentation de systèmes de stockage distribués entre guillemets locaux. Et après, il y aura la pause et ensuite on passera sur les systèmes de stockage géographiquement distribués. Alors quand je parle géographiquement, c'est quand au-dessus d'une distance de dizaines de kilomètres. Et enfin, pour voir un peu plus loin aussi tout ce qui est les outils pour la gestion du stockage et des données, notamment dans le cadre de ce qu'on peut mettre en place pour des DMP ou les besoins des grosses manips. Donc, en introduction, le stockage distribué, pour reprendre rapidement les termes, c'est en fait des données qui sont distribuées sur plusieurs serveurs. On dépasse donc vraiment le cadre d'un seul serveur, avec derrière une zone qui est relativement simple pour l'utilisateur. On veut que l'utilisateur trouve un chemin simple pour accéder à la donnée, pas qu'ils disent bon il y a plusieurs serveurs, mais sur quel serveur j'ai mis la donnée. Il faut que ce soit simple d'accès. Donc une seule zone de stockage, un seul nom, espace de nommage, avec derrière éventuellement la possibilité de hiérarchiser les données en faisant du tiering sur du stockage rapide, moins rapide, voire de l'archivage, et tout ça toujours de manière transparente pour l'utilisateur. Et pour que ça fonctionne bien, il faut que tout ça se soit géré en général par une couche logicielle pour faire ce qu'on appelle du Software Defined Storage. Derrière, on va vouloir aussi avoir différents degrés de performance et pouvoir paralléliser les accès, notamment qu'on a pas mal de clients différents. Et tout ça en facilitant aussi le passage à l'échelle, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on rajoute des boîtes à notre système, on gagne la performance supplémentaire de la boîte. Ces systèmes nous permettent également une colocalisation avec les applicatifs, dans le cas notamment des infrastructures hyperconvergées. J'en parlerai un petit peu sur certains types de fichiers distribués, mais c'est des choses qui sont tout à fait réalisables actuellement. Et donc sur un ensemble de ces solutions, on va retrouver soit la fourniture de modes blocs, de fichiers, d'objets ou d'un ou plusieurs à la fois. Alors les systèmes de fichiers distribués ont un certain nombre d'avantages. Aujourd'hui, sur la partie coût, ça permet d'augmenter, parce que la majorité d'entre eux vont pouvoir être mis en œuvre sur ce qu'on appelle du community hardware, c'est du serveur relativement basique. Alors quand je dis relativement basique, c'est à moitié vrai, parce que souvent on nous conseille quand même de dire c'est bien qu'il y ait quand même 2 processeurs, qu'il y ait quand même pas mal de mémoire à l'intérieur pour qu'il y ait tous les niveaux de cache. Donc taper en dessous de 64 Go de RAM par serveur, c'est peut-être pas terrible. Donc vraiment il y a le terme de coût est toujours à prendre un petit peu avec des pincettes. La partie flexibilité, j'y reviendrai un petit peu pourquoi je parle de flexibilité. Après, c'est qu'on a quand même à la fois le choix en termes des solutions qu'on va pouvoir choisir, le choix en termes de fournisseurs hardware qu'on va pouvoir avoir, et aussi en termes de mode de déploiement. Chaque solution va pouvoir 2-3 modes de déploiement différents en fonction du type d'usage qu'on a prévu d'en faire. Comme ce qu'on disait à la présentation de ce matin, ce qu'il faut voir, c'est que le système doit répondre à l'usage qu'on a maintenant, et également au terme de la garantie qu'on va avoir par exemple sur le matériel, c'est-à-dire au bout de 5 ans, au bout de 7 ans, il faut qu'on sache à peu près que le système va pouvoir correspondre aux différents usages qu'on
en avoir. Je disais justement avant la possibilité d'évoluer, d'avoir de la performance, notamment avec le passage à l'échelle. Et ça, sur quasiment tous les systèmes que je vais vous présenter, c'est une chose qui est vraie, c'est qu'à chaque fois, grosso modo, qu'on rajoute une boîte, on va gagner la performance de la boîte. Hétérogénéité, c'est-à-dire qu'on va pouvoir acheter du matériel au fur et à mesure des années. On n'a pas besoin d'acheter une solution toute faite à un instant N, on va vraiment pouvoir la faire évoluer dans le temps. Et même du coup changer de fournisseur au cours du temps. Un petit point que je rappelle encore qui est important, c'est la transparence pour l'utilisateur, que ce soit sur mode d'accès, de localisation des données. C'est possible d'avoir aussi une transparence sur un problème matériel, c'est-à-dire que s'il y a un problème, il n'y a pas d'impact au niveau de l'utilisation. Donc on parle là de haute disponibilité et aussi derrière de réplication automatique, etc. Alors tout ça, à côté, il y a quand même un inconvénient majeur, c'est la complexité. Quand on parle de plus on va vouloir cocher de cases ici dans les avantages, plus on va cocher de cases dans la complexité. Et ça, c'est des choses qu'il faut avoir en tête dès le départ. Il ne faut pas regarder les tablettes, les prospectus commerciaux soit sur les sites web ou des revendeurs de logiciels, parce que il y a quand même une complexité de mise en œuvre et un délai d'apprentissage qui est plus ou moins important en fonction de l'accompagnement qu'on peut avoir. Et pareil, il y a aussi la maintenance qui est donc ce qu'on appelle le deuxième jour qu'il faut bien intégrer, et il y a peut-être quelques petites recettes qu'il faut intégrer et mettre en place pour éviter certains écueils. Et enfin, bien que prometteuse, il y a pas mal de solutions qui sont jeunes et sur lesquelles on a encore finalement soit peu de retours. On a beaucoup de présentations marketing, mais on n'a pas encore de vues comme ça, d'autres qui sont là depuis plus de 15 ans. Il y en a quelques-unes qui sont sur le marché depuis 4-5 ans. Et c'est vrai que finalement, sur les systèmes de stockage qu'on a, c'est relativement jeune. Et par rapport, ne serait-ce que par exemple au système de fichiers qu'on a vu juste avant, qui date d'il y a une vingtaine d'années, c'est vraiment très très jeune. Ensuite, sur un point qui est important à revoir sur ces types de stockage, sur le stockage distribué, c'est que le stockage distribué répond en fait au théorème de CDP, et je trouvais ça de bien plus de reprendre un théorème lors des journées matrices. C'est que l'énoncé, c'est qu'il est impossible pour un système informatique distribué, alors là ça va même un peu plus loin que le stockage, de garantir en même temps les trois contraintes suivantes. Donc la cohérence, c'est-à-dire d'être sûr que la même donnée va être distribuée correctement sur tous les volumes. La disponibilité, c'est-à-dire que le volume, l'infrastructure est accessible à tout moment, et la tolérance au partitionnement, c'est-à-dire qu'il y ait un morceau de la solution qui disparaisse à un instant T. Donc grosso modo, on va toujours pouvoir être sûr que des points seront bons. Et ici, alors plus les technologies avancent, plus cette zone d'ombre rétrécit, mais elle ne sera jamais nulle. Donc il y aura toujours un compromis à faire. Alors sur les critères, dans le choix des solutions, c'est vraiment une introduction, ça reprend un petit peu ce qu'on a vu avant. C'est déjà des critères de licence, de coût, de support, notamment si on a des contraintes en termes de disponibilité, le fait d'avoir un support d'une société externe, ça peut être intéressant. L'évolutivité, savoir la solution on l'achète cette année pour tel usage, mais je sais que d'ici 3-4 ans on va avoir telle utilisation, est-ce que ça va être couvert, est-ce que ça ne le sera pas. Donc tout ça, ça rentre, c'est vraiment l'utilisation finale, la performance. Et là on parlait de benchmark, donc quand vous voulez faire des tests, quand vous voulez passer sur des nouvelles solutions, faites des benchmarks, parce qu'avec vos applicatifs, c'est vraiment le meilleur moyen pour voir si ça va vraiment répondre à vos exigences, à vos besoins. Et enfin, la sécurité, c'est un point essentiel sur les données, parce que ce sont des données, c'est votre capital patrimonial au niveau des laboratoires. Donc il est vraiment important d'avoir une fiabilité des systèmes sur le long terme. Et en général, quand vous perdez des données, les utilisateurs sont vite là pour vous le rappeler.
Et enfin, un point aussi important, c'est de savoir aussi de quelle manière vous allez pouvoir intégrer, que ce soit sur différents aspects, l'authentification, les autorisations, l'interopérabilité, etc., les outils, la compatibilité avec vos outils de déploiement en interne de ces nouvelles solutions. Donc tout ça, c'est des points qu'il faut prendre en compte quand vous choisissez un nouveau système. Alors, j'ai fait le choix de présenter uniquement des systèmes qui sont open source pour parce que personnellement je considère que le stockage est un élément suffisamment critique pour qu'on se base sur des systèmes qui sont ouverts et qui soient garantis, dont on puisse être sûr de pouvoir les réutiliser dans 7 ou dans 10 ans. Surtout si on arrête de payer un support commercial. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment en garder la maîtrise et la compétence en interne et en connaître aussi la pérennité. Les choix que je vais présenter doivent aussi mettre en perspective par rapport à deux choses qu'on a dans le contexte global et qui seront aussi repris plus tard dans l'ANEF. Tout d'abord, la science ouverte avec un plan national supporté par le ministère qui se fait aussi dans un cadre européen avec la mise en place du principe FAIR et un responsable chargé de projet au niveau du ministère qui s'appelle Marin Nakos vous invite à lire ce document-là qui est vraiment très intéressant sur la manière dont le ministère voit l'évolution et l'implication de la science ouverte au niveau français. Et au niveau international, une initiative qui est très importante, qui est Research Data Alliance, qui vraiment promeut le partage des données pour la science ouverte. Donc tout ça, ça aura aussi un impact dans les solutions que vous allez déployer dans vos laboratoires dans les années à venir. Pareil pour les DMP, les plans de gestion de données sont aussi importantes dans les demandes de financement actuelles, que ce soit sur les ANR ou les projets européens. Pour ceux qui ont déposé récemment des projets H2020, il y a une case ou des ERC, il y a un document à remplir sur les DMP par rapport aux projets de recherche. Et il est important d'y penser. Et pour ça, il faut penser dès maintenant en amont le cycle de vie des données, et le choix de la solution de stockage et les solutions qui sont proposées en font partie. Voilà, maintenant que j'ai présenté un petit peu le contexte, je vais passer aux choses concrètes sur les systèmes de stockage distribués. Alors, on va passer. Je commence avec les premiers sur des systèmes de fichiers distribués qui sont orientés plus calcul haute performance, avec un des plus connus et des plus anciens qui est le système Lustre. Qui est un système de fichiers POSIX disponible officiellement depuis 2003. Il était déjà développé avant, mais il a été mis à disposition depuis 2003, qui a été conçu vraiment pour de l'accès haute performance pour du HPC. Il est distribué sous licence GPL V2ONI et il est vraiment scalé pour travailler sur de très gros centres, donc avec plusieurs milliers de clients simultanés, gestion de plusieurs dizaines de pétaoctets et des bandes passantes supérieures aux terabytes, et pas terabits, terabytes, octets, donc terabytes secondes. C'est vraiment énorme. C'est pour ces raisons qu'il est actuellement utilisé par plus de 60% des machines du top 100. Même il y a des années, en tout cas, où il a même atteint 70%. Donc c'est vraiment un système de fichiers qui est très très utilisé sur la partie HPC. Derrière, il y a du support commercial, alors qui est actuellement souvent fourni par le vendeur de la solution. Donc souvent, c'est une société qui va vous vendre le matériel et logiciel. Ou si vous voulez avoir du support commercial que pour la partie de logiciel, il y a une boîte qui s'appelle WomCloud qui va vous permettre d'avoir ce type de support. Vous pouvez avoir du RPM si vous voulez le déployer chez vous, du code source, également si vous voulez le compiler, et des clients pour Ubuntu, donc officiellement supportés, Red Hat et SUSE. C'est un système qui est extrêmement fiable, mais bon, c'est un gros système et qui est réputé pour sa complexité d'administration. Personnellement, j'en administre pas, donc je peux pas trop. Je présenterai un petit peu après un cas d'exemple, et si des personnes veulent commenter par la suite, on en parlera probablement au cours de la table ronde.
En termes d'architecture, Lustre repose sur 3 types de serveurs. Le serveur de management qui va à la fois configurer, enregistrer toute la partie configuration sur les autres serveurs disponibles, le registre. Également intègre des serveurs de métadonnées qui va gérer les espaces de nom, les inodes, l'index du système de fichiers. On retrouve un petit peu ce qu'on a vu précédemment sur le système de fichiers, mais là un niveau au-dessus. Et puis derrière, là où sont effectivement stockées les données sur les serveurs de stockage. Donc là, on voit à peu près une architecture typique avec les serveurs de métadonnées, à côté les serveurs de management et derrière les clients et la partie de stockage. Donc là on va retrouver sur ce type de stockage là, des file systems assez classiques comme ce qu'on a vu précédemment. Un des exemples que j'ai retrouvé récemment, c'est celui qui est fait par de l'utilisation au CINES. Au CINES, Lustre est utilisé dans le cadre de la machine Oxygène. Derrière, c'est toute une infrastructure en InfiniBand qui monte à 100 gigaoctets seconde et qui permet au job d'accéder sur du Scratch en Lustre d'à peu près 5 pétabytes. Pour l'instant, j'en ai entendu de bons échos. On verra, la machine va bientôt être changée normalement. On verra ce qui sera retenu pour la suite. Mais c'est un des gros déploiements que j'ai pu voir en France sur ce type d'infrastructure. Alors à côté de Lustre, peut-être plus petit modèle, mais peut-être plus agile aussi, il y a BGFS qu'on retrouve dans beaucoup de centres, et beaucoup de mésocentres en particulier en France, qui est un système de fichiers POSIX qui était avant connu sous le nom de Fraunhofer FS, et qui est vraiment, comme pour Lustre, conçu pour l'accès parallèle haute performance. Alors elle est également déployée sur des machines du top 500, il n'atteint bien sûr pas le score encore de Lustre, mais il est plus récent sur le marché. C'est un logiciel open source, mais il n'est pas libre pour autant pour certaines parties. Ça veut dire que vous avez le droit de récupérer les sources, les modifier, mais vous n'avez pas le droit de rediffuser les sources modifiées. Vous avez le droit uniquement de les modifier pour des besoins internes. En tout cas pour la partie serveur, la partie client est libre. Contrairement à Lustre, c'est un outil qui est beaucoup plus simple à déployer et à installer. Et vous pouvez également avoir un support commercial fourni par Synpark, et ce indépendamment du vendeur du matériel. On retrouve les mêmes types de distributions qui vont être officiellement supportés. Et là, on a aussi pour cet outil un système graphique, une interface graphique pour gérer votre système BGFS. En termes d'architecture, on a un serveur de management qui permet, comme dans Lustre, d'enregistrer la configuration sur les serveurs de métadonnées et serveurs de données, et également d'avoir un outil pour la surveillance des services. Après, on a des serveurs de métadonnées et des serveurs de données qui ont la bonne idée de pouvoir travailler de manière colocalisée, ce qui permet de simplifier très largement les infrastructures, et je le montrerai un petit peu sur les exemples d'ensuite, de pouvoir aussi, par exemple, installer ça sur du nœud, de nœud compute dans un cluster. Donc pour ça, c'est vrai que en termes de facilité de déploiement, c'est vraiment un point positif pour ce système de fichiers. En termes d'exemple de déploiement, c'est un système que je connais bien puisque c'est celui réalisé au niveau du mésocentre de l'université de Strasbourg. Alors c'est réalisé au centre du calcul HPC et ça a été fait suite en fait en 2014 suite au besoin de remplacer GPFS. Alors il y avait eu plusieurs solutions qui ont été étudiées et ils ont finalement choisi BGFS pour à la fois le Home et le Scratch. Alors le Home en fait est plus mis sur du RAID 6 parce qu'il y a, jusqu'à une version récente maintenant on peut faire du mirroring sur les volumes, mais c'était pas encore faisable. Donc en fait la sécurisation de la donnée se faisait uniquement par la partie RAID. C'est le point faible, mais d'un autre côté ça garantissait de la disponibilité et surtout de la performance au niveau de ce système de fichiers distribué.
Et enfin, du coup, tout ça c'est distribué à travers les nœuds avec en utilisant du réseau 10 gigabits Ethernet classique pour faire aussi un peu d'économie au niveau de l'infiniband. Et il y a un autre, il y a un autre système qui utilise les nœuds de calcul qui pour la réalisation du scratch et qui là du coup passe par l'infiniband et permet de gagner en rapidité, mais avec le défaut de ne pas avoir le RAID en termes de sécurité. Alors, en termes de système des fichiers distribués, il y a d'autres outils. Donc là, on va parler plus sur d'autres usages qui vont être plus orientés haute disponibilité que haute performance. Avec GlusterFS, je pense que... là, j'ai pauvre qui est collé, qui est aussi fichier POSIX, cette fois-ci prévu pour la haute disponibilité, qui est développé sous licence GPL-v3. Pareil, tout comme BGFS, c'est un outil qui est simple à installer et à configurer, qu'on va pouvoir monter à travers des outils classiques comme NFS ou Fuse, et on peut avoir un support commercial fourni par Red Hat pour ce système. Comme on a du NFS ou du Fuse, on peut aussi le monter sur du NetBSD et du macOS X. Et en termes de sécurisation, on peut monter sur du RAID 1 et pour essayer d'avoir un peu plus de performance, de passer sur du RAID 0 ou du RAID 10. En termes d'architecture, ça va être beaucoup plus simple, avec un seul type de serveur qui va pouvoir simplifier le déploiement. Et comme pour les autres, pour monter en performance, il suffit de rajouter des boîtes entre guillemets, et à chaque fois on a la performance liée au disque et au débit réseau pour chacune des boîtes qu'on va rajouter au système. Alors là, j'ai pas d'exemple, on en parlera un petit peu. Il y a un exemple de réalisation à la Fédération de matériaux de Strasbourg. Pour ceux qui ont des questions sur GlusterFS, n'hésitez pas à poser des questions lors de la table ronde après. Il y a Olivier puis Fabien qui pourront vous répondre, pour ne pas les nommer. Alors, je vais finir cette première partie avec Ceph en termes de stockage distribué. Ceph, c'est un petit peu tangent parce qu'on peut aussi normalement faire la distribution plus longue distance, mais ça c'est des choses dont j'avais moins d'exemples sous le coude, donc je l'ai encore laissé dans cette partie plus locale. Alors, comme sur GlusterFS, on est sur une orientation haute disponibilité, distribuée sous une licence libre, LGPL, qui est énormément soutenue par le monde du cloud IaaS, notamment parce qu'il fournissait une interface S3, et on a quand même de plus en plus d'outils qui sont capables de causer avec du S3. Alors l'objectif à la base, c'était de fournir du stockage objet et du stockage bloc, et depuis quelque temps, enfin 1 ou 2 ans maintenant, la partie fichier est passée au niveau stable également. Je parlerai un petit peu du cas qu'on a après. Nous on n'utilise pas encore le mode fichier, on utilise uniquement le mode objet, le mode bloc, mais j'ai déjà eu des bons retours sur la partie fichier. Le point important, c'est le moteur Rados qui permet de fournir l'objet. On peut à la fois avoir de la réplication et des rasures coding, donc typiquement là on va plutôt ce qu'on appelle un peu du type RAID 1 et là du RAID 5 ou du RAID 6. La clé de voûte du système, c'est ce qu'on appelle la crush map, ça permet de vraiment détailler toute la configuration du système, comment vont être liés les éléments les uns par rapport aux autres, comment vont être répartis les données, et ça influe énormément sur l'infrastructure de Ceph. Donc c'est vraiment le point le plus délicat à mettre en place quand on va monter une infrastructure Ceph. Les clients, on les retrouve pour Red Hat, SUSE et Ubuntu. Et c'est aussi une solution qu'à la vente au poupe dans les laboratoires, puisqu'on retrouve pas mal de laboratoires. Il y a une liste au niveau sur les systèmes distribués au niveau de Renater, il y a pas mal d'échanges autour de Ceph sur cette liste. Donc, et encore la semaine dernière, il y avait une école technique, une journée technique sur Ceph qui était organisée. Et c'est des choses qui arrivent régulièrement.
En termes d'architecture, on retrouve principalement deux types de serveurs, je ne parlerai pas des passerelles, qui sont les serveurs monitor Mon qui doivent être au moins au nombre de 3, qui permettent de surveiller l'état du système et également de pointer vers les bons serveurs OSD. Et après, les serveurs de stockage objets qui sont sur ici, qui vont héberger, qui sont liés directement au disque. Donc je n'ai pas pu synthétiser sur une slide toutes les règles pour une infrastructure optimale. C'est là où justement c'est un système qui est robuste, mais qui va être complexe à mettre en place, qui peut être complexe à mettre en place. Donc il y a Red Hat qui a mis en ligne tout un ensemble de règles, de bonnes pratiques pour une infrastructure optimale. Mais personnellement, je vous recommande, quand vous voulez déployer une infrastructure Ceph, de faire appel aux collègues qui ont déjà déployé ce type d'infrastructure, ne serait-ce que dans le SR, pour échanger avec eux sur ce qu'eux ont pu mettre en place et ce qu'ils en pensent, et sur ce qui pourrait être fait dans votre cas. Donc n'hésitez pas non plus. Il y a des listes de diffusion qui existent. N'hésitez pas à vous en servir. Alors en exemple, le déploiement, c'est ce qu'on a fait au laboratoire à Strasbourg, avec un déploiement Luminous avec Booster. On a actuellement une solution de 500 Tera qui mixe du disque SAS, c'est du SAS Nearline et du SSD, avec derrière à la base une demande d'utilisation principale avec OpenStack. Puisque quand on a on a augmenté la taille de notre cluster OpenStack, la solution de base basée sur Isquasi ne tenait pas la charge, donc on est passé sur Ceph, notamment pour fournir les volumes de stockage permanents. Et finalement, on s'est dit pourquoi pas essayer d'utiliser pour d'autres choses. Alors on a un projet de réplication avec le LAL, qui permet justement de déporter et de répliquer des données automatiquement sur le laboratoire, qui est un laboratoire sur Orsay, qui permet de répliquer et de pouvoir du coup augmenter encore la disponibilité des services. Et enfin, on a une gateway directement d'iRODS qui va monter des blocs qui sont dans ce pool, et du coup de fournir du stockage hautement disponible en cachant finalement la complexité de Ceph en fournissant l'interface iRODS. J'y reviendrai un petit peu après. Puis rapidement 2 slides sur un outil dont on entend de plus en plus parler, qui est OpenIO, qui est aussi un système pour la disponibilité qui a été développé à la base par Orange et Atos, qui a été reconnu très efficace sur des petits fichiers, puisqu'à la base pour Orange c'était pour faire du stockage de mail, qui est développé sous double licence AGPL v3 et AGPL v3, sur lequel on peut aussi avoir du support commercial. Donc sur toutes les solutions que j'ai présentées jusqu'à présent, on peut avoir du support commercial pour les besoins critiques. Donc là, ils ont un outil basé qu'eux appellent une conscience, qui permet d'équilibrer dynamiquement la charge et le choix du placement des données, qui est quelque chose de beaucoup plus dynamique par rapport à la crush map qu'on a pu voir sur Ceph. Comme pour Ceph, on peut utiliser NFS et Fuse pour monter les données, puis aussi accéder en S3. Bon, Ceph aussi. Il y a de la réplication, de l'erasure coding, des paquets disponibles pour Ubuntu, CentOS, et également ce qui est pratique pour faire les premiers tests et les premiers déploiements rapides, des images Docker qui sont disponibles, que vous pouvez déployer sur vos serveurs, et c'est même notamment suffisamment léger pour pouvoir tourner sur Raspberry. Ça fonctionne sans problème avec ARM. Et la dernière, et puis à la pause. Donc derrière, c'est quand même plusieurs services, même si tout est packagé relativement bien ensemble, qui nécessitent au moins 3 serveurs. 3 serveurs, c'est pour toujours les problèmes de quorum qu'on veut offrir la disponibilité. Derrière, on a le choix sur la distribution des services et la manière. Par exemple, si on a 4 ou 5 serveurs, on peut vraiment les dispatcher comme on veut. Tout ça est indiqué dans les fichiers de config. Et ce qui est recommandé, comme aussi les autres solutions souvent, c'est d'avoir quand même 2 réseaux. Un pour la partie publique et l'autre pour les échanges internes entre toutes les parties, tous les serveurs de l'infrastructure.
Donc voilà à peu près pour le premier panorama sur les stockages distribués qui sont plutôt locaux. Je parlerai après la pause sur les stockages géographiquement distribués qu'on a principalement plus utilisés dans le monde des grilles de calcul. Mais ça peut être intéressant sur certains besoins. Et enfin, la partie gestion et stockage, les outils pour la gestion et stockage des données à plus grande échelle, notamment dans le cas des projets européens. Bon, du coup, on va finir cette présentation sur le stockage distribué. Donc, il y en a encore pour une petite demi-heure et après, on passera à la table ronde. Alors, dans cette deuxième partie, comme je le disais juste avant la pause, on va parler stockage géographiquement distribué. Alors dans la théorie, OpenIO et Ceph peuvent le faire, mais je n'ai pas trouvé d'exemple encore très probant, hormis le fait de mettre des gateways entre deux installations indépendantes de part et d'autre, par exemple de l'Atlantique ou même de la France. Alors pour mettre un élément de contexte, là j'ai changé un petit peu la manière dont je présentais, c'est que je commence un peu le use case qui est un peu plus compliqué, qui ne tient pas sur ce slide. Donc tout d'abord sur les outils qu'on utilise beaucoup dans le monde des grilles de calcul, puisque c'est le monde dont je viens à la base. Quand j'étais recruté au CNRS en 2009, c'est que j'ai été recruté pour travailler à l'IPHC, qui est un des tiers 2, donc ceux qui sont sur la couronne bleue, qui est des centres de calcul à haut débit pour les expériences du LHC, notamment CMS et ALICE. Donc en termes d'organisation sur les besoins du LHC, sur le grand collisionneur de hadrons qui est au CERN, il y a la première partie qu'on appelle le tiers 0, qui est bien sûr le CERN lui-même, qui a à la fois un centre de calcul et aussi des fermes de calcul proches du détecteur. Ce qui représente à peu près 20% des ressources sur l'intégralité de l'infrastructure, qu'on appelle WLCG. Ensuite, on a actuellement 14 tiers 1 qui font en tout 40% des ressources, et à peu près 160 tiers 2 qui représentent les 40% restantes. Et il y a aussi des tiers 3, donc des plus petits clusters. Alors, plus petits clusters, c'est des choses en dessous de 500 cœurs en général, ou c'est des personnes, ou des fois un peu plus grosses, mais sur des sites qui n'ont pas voulu s'engager en termes de disponibilité et de fourniture de ressources auprès de l'expérience. Ce qui est une grosse différence entre le tiers 1 et tiers 2, c'est la partie stockage sur bande. Par exemple, en France, le tiers 1 est situé à Lyon, au centre de calcul de l'IN de P3. C'est actuellement, grosso modo, 50 pétas de stockage qu'il y a sur bande. C'est du stockage vivant parce qu'en fait on va l'utiliser vraiment en mode tiering et c'est pas fait pour l'archivage. Donc typiquement quand on va vouloir la donner, il y a un moment, il y a un lecteur qui va aller, un bras qui va aller récupérer la bande et le mettre dans le lecteur et récupérer ça sur un filer pour pouvoir être utilisé dans le cas du calcul. Et pour ça, ils utilisent la bande aussi principalement pour des raisons de coût, puisqu'on est quand même bien inférieur au disque. Ça représente au niveau global à peu près 670 000 CPU et 440 pétas de stockage. Et pour mettre tout ça en ordre et en particulier la répartition du stockage, il a fallu se mettre d'accord sur des protocoles et sur différents outils pour la distribution de données. Alors bien sûr, s'il y avait un outil qui aurait été choisi, ça aurait été très simple, mais il y a grosso modo chaque site qui a un petit peu poussé chaque expérience qui a poussé un peu ses outils. Alors nous, on travaille pas mal avec DPM, mais aussi Extrudé. Extrudé a été utilisé depuis longtemps par l'expérience ALICE. DPM est plus utilisé par des sites de type tier 2, et au niveau de tier 1, il y a un autre outil qu'on n'utilise pas qui s'appelle Dcache, que je ne présenterai pas parce que c'est un petit peu la même chose, mais à une échelle supérieure. Si vous êtes intéressé, je peux vous envoyer quelques pointeurs intéressants, notamment sur ce qui est fait au CCIN de P3 ou à DESI en Allemagne. Et derrière, l'important c'était d'avoir aussi une authentification unifiée à travers l'ensemble de ces sites et la possibilité d'avoir aussi des vues globales de l'utilisation des stockages, quel que soit le site, et ce, bien que chaque système soit géré indépendamment par les sites. Donc c'était de trouver l'équilibre entre à la fois d'avoir des vues simples unifiées pour tous les utilisateurs et derrière une gestion des quotas à la fois au niveau des sites mais aussi au niveau plus global. Donc pour ça, on a les expériences qui utilisent les données entières. Alors les modèles de calcul ont beaucoup évolué. Donc à l'époque, on avait les données primaires qui étaient au CERN avec une réplication dans les tiers 1, avec une forme de RAID 5 au niveau des tiers 1.
Les choses ont beaucoup évolué puisque le réseau s'est beaucoup amélioré avec les tiers 2 et du coup on retrouve énormément de données sur les tiers 2 qu'on n'était pas censé avoir. Alors typiquement maintenant sur le tiers 2 de Strasbourg, on est à 3 pétas de stockage juste pour du cache de données pour les calculs. Pour eux, enfin pour les physiciens, en termes de stockage, c'est des choses qui sont devenues à peu près la norme. Et toutes les données sont gérées avec un outil qui s'appelle FTS, qui permet de voir justement où sont les données, d'avoir simplement un outil à la fois en ligne de commande, mais aussi à travers une interface web pour choisir de faire de la réplication de données ou de lots de données, puisque là on travaille sur des lots de données de plusieurs téras. On retrouve des protocoles tels que GridFTP qui avait été notamment développé dans le cadre de Globus, qui est un projet américain, SRM, XRUD, et également plus récemment avec HTTPS et WebDAV aussi, qui fait leur entrée notamment sur les expériences un peu plus récentes et un peu plus jeunes. Pour l'authentification, on utilise des certificats X509. C'est ce qui fait qu'on on chiffre tout de bout en bout. On a vraiment la connaissance exacte de qui est-ce qui utilise les données, puisqu'on a tout un ensemble d'outils qui permettent de voir ça, et d'autorisations qui sont liées au certificat. Mais c'est aussi ce qui a pour beaucoup bloqué le déploiement massif des infrastructures de grilles à travers toutes les communautés scientifiques, puisque pour certains c'était un pas à l'utilisation qui était infranchissable. Donc je vous ai parlé des caches et des DPM, là sur la présentation, je vais principalement parler de DPM. Système de stockage, tiens, j'ai pas fini ma phrase, donc c'est basé sur un logiciel développé à la base au CERN, qui est distribué sous licence libre et qui permet actuellement de gérer plusieurs pétaoctets. Donc en termes d'architecture, on a un frontal qui s'appelle un inode, qui en fait gère tout l'espace de noms hiérarchiques, et derrière un ensemble de nœuds. Donc on retrouve ce que j'ai présenté avant, c'est d'avoir un stockage distribué au niveau local, et même si derrière on fait partie d'une infrastructure globale. On a à l'intérieur 3 catalogues, les 2 premiers sont vraiment essentiels. DPNS qui permet de faire les liens entre les fichiers et les répertoires, et le DPM qui nous enregistre toutes ces informations sur le système et nous log aussi toutes les requêtes. Le LFC, c'était un ancien catalogue qui permettait de faire des liens logiques entre la donnée et ses réplicas sur les différents sites, mais maintenant souvent chaque expérience a fait son propre catalogue. Alors bon, sur cet outil, il y a quand même un certain nombre d'avantages. C'est maintenant des déploiements qui sont aisés avec les outils classiques. Notamment, ils développent toute une pile pour Puppet pour déployer les outils rapidement. Pour l'authentification, dès lors qu'on a l'habitude de travailler avec les certificats, c'est vraiment très simple à utiliser. Tous les flux sont chiffrés. Le passage à l'échelle, c'est comme sur les stockages distribués. On rajoute des boîtes, on augmente d'autant la volumétrie et le débit. C'est une solution qui est très stable. Nous, on a des serveurs, les seuls moments où on les redémarre, c'est quand on a les maintenances électriques. On a la possibilité de faire de la réplication, faire de la réservation d'espace, de gérer des quotas, etc. Alors bon, les inconvénients, c'est que pour les utilisateurs, on est obligé de passer en ligne de commande. Les interfaces entre guillemets graphiques, c'est-à-dire en passant par des clients WebDAV, sont quand même relativement récents. Alors, ce qui était aussi un avantage, c'est aussi un inconvénient, ce que je vous disais avant, c'est l'authentification basée sur un certificat qui est assez problématique pour certains utilisateurs. Enfin, c'est pas spécialement lié aux utilisateurs parce que notamment, ne serait-ce que pour avoir des certificats, il faut que son institut soit affilié sur l'IGC du CNRS qui va distribuer les certificats. Donc, il y a aussi tout un ensemble de procédures administratives à faire qui doivent être suivies un petit peu dans le temps. Donc, il y a la gestion des petits fichiers, c'est absolument pas fait pour la gestion des petits fichiers. On a l'habitude en physique de travailler avec des fichiers au format root qui vont être de l'ordre de la centaine de mégas au giga. Donc quand on va vouloir travailler avec des milliers de petits fichiers, les systèmes, ça passe pas du tout parce qu'ils vont passer à chaque fois pour transférer un fichier. On a toute la pile d'authentification à passer, le catalogue de données, etc. C'est vraiment catastrophique pour ce genre de fichiers.
Alors les options de réplication sont relativement limitées sur DPM, c'est-à-dire qu'on sur les nouvelles versions, c'est des choses qui ont changé, mais sur les versions en prod, par exemple, on ne peut pas choisir exactement hormis en unissant le LFC, mais sur la partie DPM, qu'on fait une réplication en interne, de savoir sur quel serveur ça va aller. Le mécanisme de failover ne fonctionne pas correctement, en particulier pour la partie inode, à cause de la partie authentification sur certificat. Et enfin, on n'a pas la gestion du tiering. Alors, pour remédier à un certain nombre de ces inconvénients, Alice et puis maintenant aussi CMS se sont tournés vers Xroot-D, même si on peut faire tourner du Xroot-D au-dessus de DPM. Il y a des plugins Xroot-D pour DPM, mais je ne rentrerai pas trop dans le détail, ça dépasse un peu le cadre de cette présentation. Alors avec Xroot-D, en fait, on retrouve à l'intérieur le mot root, hein, ça n'a rien à voir avec l'administration système, c'est plus en fait le framework d'analyse pour la physique des hautes énergies. Et c'est un système de fichiers qui a été soutenu et développé par Alice, et qui, comme DPM, nous permet d'accéder aux données avec une grande bande passante. Hein. On peut très facilement nous saturer nos liens vers les serveurs sans aucune difficulté. Alors la différence de DPM, c'est qu'on a dessus un système de redirection qui permet de faire en sorte que avant de récupérer un fichier, le client peut très bien dire est-ce qu'il y a le fichier, et le système de redirection va envoyer soit le lien en local, mais s'il voit que ce n'est pas disponible en local, de renvoyer le lien direct sur un autre site distant, et à ce moment-là, la donnée n'est pas récupérée depuis le site, mais sur un site distant. C'est le système de redirection, et c'est ce qui permet, par exemple, quand on a un serveur en panne, de faire en sorte que dès lors que le fichier est répliqué sur d'autres sites, de rendre la chose tout à fait transparente à l'utilisateur. Là, en termes d'authentification, on a du GSI, donc les certificats. On a par contre du Kerberos, c'est l'identifiant mot de passe, même si dans le monde des grilles, pour l'instant, on a surtout de l'authentification sur la partie certificat. Alors, le déploiement un peu plus facile que DPM, hein, au niveau d'Xroot-D, hein, sauf si on met bien sûr en surcouche de DPM. On a un plugin pour DPM, alors qu'on a une infrastructure DPM, ça permet de simplifier parce que c'est pas évident de tout migrer comme ça. On a une excellente efficacité des transferts, peut-être même encore mieux que sur la partie grid FTP. Et on a la partie redirection que je vous ai détaillée un petit peu avant. Puis en inconvénient, on n'a pas encore d'interface graphique hein, pour toute la partie HTTPS WebDAV, c'est vraiment les plugins DPM qui nous le fournissent. La configuration peut être un tantinet plus complexe, notamment pour la partie redirection, et la partie documentation reste encore assez succincte, puisque c'est quand même souvent des échanges, des informations sur des sites déjà travaillant dans le domaine qui s'échangent les informations, donc c'est pas toujours évident de mettre ça en place sur des nouvelles communautés qui arrivent. Et enfin, comme pour avant, on n'a pas de système de tiering simple. Donc on est obligé de faire du staging au préalable pour récupérer les données, notamment lorsqu'elles sont sur bande. Donc ça pour dire, c'est des stockages effectivement qui permettent de passer à l'échelle et vraiment travailler sur de l'intercontinental. Mais bon, ça devient une telle échelle qu'il faut quand même que les communautés soient bien organisées et homogènes pour pouvoir avoir derrière à la fois de la documentation, de la formation, de l'implication en termes de temps par les ASR et les développeurs pour mettre des services qui fonctionnent bien pour l'ensemble des utilisateurs. Alors derrière, que ce soit sur du Xroot-D, du DPM ou du Dcache, Storm c'est un petit outsider italien, iOS qui est aussi un outil utilisé au CERN. Tous ces systèmes de stockage peuvent être utilisés avec une seule librairie, bibliothèque qui s'appelle GFAL2 et qui permet également de récupérer tout type de fichiers sur ce type de serveur de service en streaming et ce grâce à une librairie, donc cette librairie en C. On a aussi des bindings en Python, ce qui rend pratique aussi dans certains cas le déploiement. Donc voilà à peu près ce que je voulais présenter sur les stockages géographiquement distribués. Comme dit, on a Ceph derrière et OpenIO qui arrivent et qui vont certainement aussi faire bouger
le paysage à ce niveau-là et du coup permettre aussi d'avoir d'autres méthodes d'accéder à ce type de service. Notamment, on l'avait vu avant avec OpenIO, PCF, des possibilités de tiering qu'on n'a pas encore dans ces infrastructures. Juste une question peut-être à ce moment-là, pourquoi tu n'as pas côté de iRod? Parce que j'en parle maintenant. Parce que iRod, c'est plus qu'un simple système de fichiers. Donc iRod. Donc là, c'est en termes de solutions, donc c'est des solutions très techniques. Maintenant, comme je le disais dans l'introduction, on va vouloir avoir une intervention avec la mise en place de plans de gestion de données, de pouvoir mettre en ligne des données plus facilement pour pouvoir rentrer dans la mouvance open science, en particulier open data pour tout ce qui est lié à la donnée. Et du coup, j'ai présenté là deux principales solutions qu'on voit beaucoup sur les projets actuellement, qui sont iRods et OneData. Je me détaillerai légèrement plus à iRods, avec lequel je travaille beaucoup plus régulièrement. Mais là, par exemple, même si on va aussi se mettre à OneData, puisqu'on est en train de voir une intégration de iRods dans OneData. Donc là aussi, on peut faire des couches de couches. Donc iRods, comme ce que je vous ai présenté jusqu'à présent, c'est du logiciel libre, cette fois-ci distribué sous licence DBSD et qui permet de virtualiser différents types de stockage. Donc là, on parle vraiment de virtualisation avec des systèmes de tiering. On va pouvoir avoir de la bande, du stockage rapide, du stockage plus lent, du stockage S3, donc du stockage objet, etc. Dans un seul espace de nom. Qui permet également de très bien passer à l'échelle, puisque comme on peut agréger facilement de la donnée et faire avoir de la réplication, par exemple de la distribution random sur un certain nombre de ressources de stockage, de pouvoir passer à l'échelle. Là où ça va beaucoup plus loin, c'est qu'à l'intérieur, on a la base d'iRods, c'est un moteur de règles qui va permettre d'automatiser un grand nombre de la gestion de données. Notamment, il va pouvoir vérifier les types, faire de l'extraction de métadonnées, vérifier le placement, déplacer de la donnée, que ce soit à la demande de l'utilisateur, à la demande de l'administrateur de la solution, ou derrière gérer de manière automatiquement lors de la mise en place d'iRods. C'est-à-dire que si on a mis un DMP en place, on peut forcer la mise en place de ce DMP au sein de la solution en écrivant les règles qui vont bien. Quand on commence à passer sur des données volumineuses, on passe directement sur du transfert parallèle. Plus récemment, avec la version 4, on a accès sur la réplication et du chiffrage de bout en bout avec l'utilisation d'OpenSSL. C'est maintenu derrière par un consortium. RENSIM, on retrouve des grands noms quand même, DDN, IBM, Dell, Intel. Et grâce à ce consortium, ça permet d'obtenir un support commercial sur ce stockage, un petit peu comme ce qu'on peut obtenir sur Lustre. Même si avec RENSI notamment, il est possible d'avoir un support commercial que pour la partie logicielle. Alors bon, j'ai jamais demandé de tarif, il paraît quand même que c'est pas donné, mais il y a une communauté très active autour d'iRods. Donc pour l'instant, on n'a pas eu besoin, en tout cas par rapport à nos besoins en termes de stockage de données, de gestion de données, d'avoir recours au support commercial. Derrière, l'accès principalement se fait principalement à travers une interface en ligne de commande. On peut y accéder à travers une interface WebDAV ou différents plugins, notamment un browser web. Et derrière, quand on a des zones, on peut aussi faire ce qu'on appelle la fédération de zones. Donc typiquement, je présenterai un petit peu après le cas de France Gris. On peut facilement travailler avec des partenaires qui ont aussi leur propre zone iRods et faire des échanges entre ces zones. Alors en termes d'architecture, ce qui est le plus important, c'est vraiment le moteur de règles qu'on va retrouver sur tous les composants. Et le serveur i4. Le serveur i4, en fait, pour mettre le service en place, on peut avoir qu'un seul serveur i4 sur lequel on a le i4 et puis une petite ressource de stockage. Donc avec un seul serveur, on peut démarrer pour faire du iRods. Mais maintenant, on peut bien sûr aller plus loin. On peut souvent mettre sur un catalogue dédié du i4 avec derrière des choses, mettre du cluster de base de données pour augmenter la disponibilité. Avoir différents types de ressources de stockage, on a dit du band, de S3, etc.
et derrière présenter ça de manière sous une forme et sous une arborescence unique pour simplifier l'accès aux utilisateurs. Ce qu'a noté, donc, le langage du moteur de règles n'est pas très évident à prendre au départ, mais c'est très puissant. Et depuis la version 4, on peut utiliser Python pour la rédaction des règles. Alors, bon, quelques exemples. Hein, ce que vous remarquerez, c'est qu'en fait, toutes les commandes, grosso modo, qu'on retrouve dans le monde Unix ont été préfixées par un i, et vous avez la commande équivalente dans iRods. Et donc, on a aussi pareil pour la type FTP. Donc, c'est pas grand-chose. Donc, un autre point qui est important, c'est la partie métadonnées. On peut gérer très facilement ces métadonnées dans iRods avec toujours un triplet. Alors, en général, on utilise surtout les deux premiers qui sont le nom, la valeur, et on peut utiliser aussi l'unité sur la donnée. Donc là, c'est l'ajout, puis on peut faire de la recherche avec des queries plus ou moins compliquées sur les métadonnées. Donc pour conclure sur iRods, enfin avant de passer au cas de France-Grid, donc c'est vraiment une solution qui est très simple à déployer. Maintenant en plus, tout est développé, distribué sous forme de RPM. Les fichiers de config sont en format JSON et vraiment très simple à mettre en place. Et c'est vraiment un service qui est utilisé par beaucoup de communautés scientifiques en France et puis bien sûr au-delà, sur lequel on peut compter pour avoir un support commercial. Il y a le montage fuse. Alors bon, le montage fuse, je le mets entre guillemets parce que ce qu'il faut, c'est bien configurer toute la partie cache locale, surtout quand on travaille avec des arborescences qui sont très grosses et qui contiennent énormément de fichiers. Et puis la partie métadonnées qui est vraiment pratique. Et puis bon, je le répète pas encore une fois, mais bon, la partie moteur de règles qui est vraiment très importante, surtout dans le cas de la mise en place des plans de gestion de données. Alors l'inconvénient, c'est que bien que la solution soit facile à déployer, quand on va vouloir mettre en place des MP à l'intérieur, les outils ça va être plus complexe parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à faire de manière manuelle, que ce soit dans la création des règles, des microservices. Il y a certaines choses qui existent, mais ça veut se dire qu'il y a quand même un certain nombre de travail à faire afin d'avoir mis la configuration qu'on souhaite avoir pour nos données. Ensuite, il peut y avoir des modifications importantes entre les versions, et je le note notamment entre la version 3 et 4 qui étaient vraiment compatibles, même si on a fait vraiment un gap en avant en termes de fonctionnalité et de qualité du développement derrière. Et puis la partie interface graphique que je trouve pas assez soutenue par rapport à ce qu'on pourrait attendre sur ce type d'outils, notamment pour les utilisateurs. Donc un petit exemple de déploiement au niveau de France-Grid. Alors France-Grid, c'est un déploiement relativement modeste, mais qui est aussi orienté pour des projets de taille moyenne. Hein. L'objectif, c'était de fournir, grâce au renouvellement de l'infrastructure, on a un peu plus de 240 Tera utiles aux chercheurs qui en ont besoin pour faire de la réplication de données, pour faire aussi du test, pour l'utiliser en prod, que ce soit dans les infrastructures de cloud, de grid. Il faut savoir qu'avec iRods, on peut s'authentifier avec du certificat, mais aussi avec du login et du mot de passe. Donc, quelles que soient les infrastructures qu'on utilise, on peut y accéder. Et ça, derrière, avec le même identifiant. Donc, c'est vraiment pratique pour le suivi des données. Au sein de cette infrastructure, on a la possibilité de faire de la réplication, puisqu'on a 3 sites géographiques. Il y en a un à Grenoble au LPSC, il y en a un à Bordeaux au Mésocentre, il y en a un à Strasbourg à l'IPHC. Et enfin, au niveau de Lyon, au niveau du CCN de P3, c'est là où on a placé le catalogue I4, puisqu'on a mis ça dans la partie de service du cloud qui nous garantit le meilleur taux de disponibilité du catalogue. L'objectif, donc, comme je vous disais, c'est vraiment d'offrir ce service à plusieurs communautés. Donc là, toujours une petite pub, hein. Si c'est des choses qui vous intéressent ou si vous voulez faire des tests, c'est des infrastructures qui sont ouvertes, donc n'hésitez pas. Puis s'il y a besoin de conseils aussi, on est là pour partager nos connaissances sur ce point-là. Un autre outil qui est très utilisé au niveau européen, enfin de plus en plus utilisé, qui est poussé par EGI dans IOSCUB et dans le projet Extreme Data Computing, c'est l'outil Open Data qui est fait comme pour iRods, la virtualisation du stockage.
et qui a un petit avantage, je trouve, par rapport à Railroad, qui est la facilité de publication des données. Pareil pour l'installation, il y a du RPM, mais on a aussi de l'image Docker qu'on peut télécharger pour tester facilement le déploiement. On a du montage Fuse qui marche relativement bien. Et en termes d'authentification, c'est quelque chose qui est aussi intéressant pour ceux qui viennent du monde du web, c'est de pouvoir utiliser OpenID pour la partie authentification, ce qui est vraiment pratique quand on met en place des proxys au niveau des fournisseurs d'identité. En termes d'architecture, on va retrouver dans ce type de service trois grands types de serveurs. Celui qui s'occupe de ce qu'on appelle le One Zone, qui s'assure d'être les passerelles pour les utilisateurs vers la partie One Provider. La partie One Provider qui est la partie qui connecte à la ressource. Donc typiquement, on a ici une ressource, ça peut être une ressource S3, ça peut être une ressource disque, ça peut être une ressource lustre ou autre. On va dessus l'associer à un One Provider qui va être finalement ce connecteur vers la zone globale, One Data, et derrière, à côté, on peut aussi soit mettre sur le même serveur ou sur un serveur indépendant un service qui s'appelle One Panel qui va être utile pour administrer le service et puis aussi accéder à l'infrastructure. Donc ça, sur le site de One Data, il y a moyen de demander un acompte pour faire une démo. Donc si c'est des choses qui vous intéressent, n'hésitez pas. Je peux aussi vous envoyer quelques pointeurs sur des présentations qui ont été faites encore récemment au sein des colloques, notamment d'IOSC ou d'IOSC Hub pour les gros projets européens. Donc voilà à peu près ce que je voulais présenter sur les stockages distribués à plusieurs niveaux. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas maintenant. Sinon, on peut embrayer sur la partie table ronde, sur laquelle on va pouvoir discuter sur ces différents points, sur le choix des solutions et avoir aussi d'avoir d'autres retours d'expérience sur les infrastructures distribuées. Merci. One Data est porté par qui? Alors à la base, c'est développé par le NREN polonais. Derrière, il y a EGI qui s'est mis aussi dessus. C'est financé aussi par deux projets européens. On retrouve IOSCUB et XDC. Pour BitJFS, tu disais que la partie serveur n'était pas complètement libre. Est-ce qu'il y a un risque? Et est-ce que tu peux développer un tout petit peu, s'il te plaît? Oui, alors en fait, quand je dis libre, c'est-à-dire que grosso modo, on peut avoir les sources, les réutiliser, les modifier, les redistribuer sans souci. Dans le cas de BitJFS, on n'a pas le droit de modifier les sources avec une modification. Donc en termes de risque, c'est surtout que si par exemple il y a un arrêt du support et que pour faire évoluer, on se dit tiens, on va former une communauté autour de BitJFS pour reprendre le code, le modifier, le faire évoluer, c'est des choses qui sont pas possibles.